Dans cette vidéo, avec le docteur Bruno Dubos, qui est psychiatre à Rennes, nous allons parler du plaisir féminin, mais nous allons également parler des viols et des impacts traumatiques. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Natacha Lecourtois, je suis moi-même thérapeute psychocorporelle. J'ai été rédactrice dans des revues sur la psycho et la santé et j'ai interviewé le docteur Dubos pour répondre à des questions sur la sexualité. Une autre question, les femmes ont-elles autant de désirs sexuels que les hommes ou est-ce seulement une histoire de fréquence d'envie liée aux cycles hormonaux de la femme? Alors ça, c'est un vieux débat. C'est une question géniale parce que c'est un vieux débat depuis qu'il y a des hommes. Cette question-là, elle se pose. Elle se posait déjà à l'Antiquité sur le plaisir, le désir sexuel, pas le plaisir, hein, le désir sexuel des hommes et des femmes. Dans mon expérience de thérapeute, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai dans ma carrière vu, et elle n'est pas finie encore, j'en verrai probablement d'autres, beaucoup de femmes sont insatisfaites de la façon dont leur désir sexuel peut s'exprimer. Donc ce qui veut dire que les femmes ont autant de désirs sexuels que les hommes. Et il y a une autre croyance qui est que les femmes font l'amour pour de l'affection et les hommes font l'amour pour le sexe. Ce qui est une catastrophe et une croyance absolue. Parce qu'il y a des hommes qui n'investissent pas la sexualité, mais qui investissent l'affectif, et qu'il y a aussi des femmes qui ont beaucoup investi la génitalité et l'affectif. La différence, elle est peut-être au niveau de la façon dont se mobilise l'excitation sexuelle, c'est-à-dire ce qui va provoquer l'érection chez l'homme et la vasodilatation et la congestion vaginale chez la femme, si on prend juste la physiologie. Alors, c'est des différences, mais c'est des différences qui comptent peu, finalement. On pourrait dire que l'homme, il est plus d'abord centré sur l'excitation de son sexe avant de développer de l'excitation ailleurs. Et qu'on pourrait dire que la grande majorité des femmes ont accès à leur excitation génitale par tout un tas d'éléments corporels qui viennent mobiliser la vasocongestion vaginale. Mais on va dire que là encore, alors on pourrait dire que je suis en train de vous dire là, c'est un truc qui a à voir avec un stéréotype de genre hétéronormé. En fait, pas du tout. C'est que cette réalité physiologique, qui est une réalité neurologique, tout simplement, elle est modulable en fonction, encore une fois, de tes apprentissages et de tes intentions relationnelles. C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui peuvent être immédiatement excitées et que leur réflexe de vasocongestion se fait tout de suite au niveau génital, bien qu'il y a des trucs ailleurs, et pour les hommes aussi. Donc, dans tous les cas, le désir sexuel, c'est quelque chose de psychologique. C'est de l'ordre de l'imaginaire, mais c'est alimenté par de l'excitation sexuelle. Et cette excitation sexuelle, elle peut prendre plein de formes différentes. Mais l'idée selon laquelle les femmes ont moins envie que les hommes est une croyance. Par contre, la sexualité est une relation. Donc comme toute relation, elle se construit, et j'aurais tendance à dire, non pas qu'elle se mérite, ou elle se mérite pour les deux. Être en couple, ça ne va pas de soi qu'il faut du sexe. Enfin, je veux dire, on peut aussi être en couple dans une relation affective. Donc ce qui veut dire que la sexualité, c'est quelque chose qui se construit, qui se développe. Comment on peut investir sa sexualité, comment on peut donner envie à l'autre aussi. C'est pas, on est ensemble, donc tu dois avoir envie, quoi, puis on est ensemble. Enfin, et donc, comment on peut être désirable pour soi, comment on peut être désirable pour l'autre, et inversement. Et il n'y a pas plus de désir chez les hommes que chez les femmes. Fondamentalement, maintenant, peut-être qu'on peut quand même observer que certains hommes ont du mal, alors probablement, on ne va pas, que ça soit d'un point de vue éducatif, la façon dont est véhiculée ce qu'est aujourd'hui la masculinité, mais même ce qu'elle était il y a 50 ans. C'est des représentations qui bougent beaucoup. Mais certains hommes, clairement, ont du mal à être en relation par rapport à la sexualité. C'est-à-dire comment faire naître et alimenter du désir chez l'autre. Comme si le fait d'être en relation faisait que le désir devait être automatique parce que c'est compris dans le prix, quoi. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Mais effectivement, là du coup, on peut dire, bah ouais, moi j'ai envie, elle a jamais envie. Ou elle a moins envie que moi.
C'est une croyance. Donc, il faut apprendre à donner envie Absolument. à sa chérie. Absolument. Et inversement. Mais ça, on sait faire. J'ai une question sur les conséquences des viols et sur les incestes sur la sexualité. Alors là, c'est un sujet vaste. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre de façon exhaustive en quelques instants. Je répondrai peut-être en précisant un certain nombre d'idées reçues. Tout acte sexuel non consenti est forcément quelque chose qui se vit soit de façon très désagréable, soit traumatique. Ce sont deux choses différentes. Dans les médias, je le vois tout le temps, on parle du trauma à tout bout de champ, quoi. Je sais pas moi, un élève est convoqué par la police, il a une expérience traumatique. Ben non. Dans l'expérience traumatique, c'est une expérience dans laquelle on fait, pendant un moment, l'expérience de la possibilité de mourir. Et ou de ne plus être un être humain, mais un objet. L'association des deux, c'est comme si ça faisait exploser à l'intérieur, quelque chose qui se fracasse à l'intérieur. C'est ça l'expérience traumatique. Une expérience désagréable, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Pendant qu'on la vit, on peut avoir peur, on peut être très en colère, peu importe l'expérience désagréable, mais cette expérience désagréable ne nous amène pas à nous sentir en situation de mort imminente ou d'être assimilé à un objet dont on fait ce qu'on veut. Donc, il y a déjà cette distinction-là. Ce que dit le docteur Dubos est vraiment très important et je vais faire un petit point sur ce qu'est le traumatisme. Il faut savoir que le traumatisme ne se réduit pas à un événement isolé. Lorsqu'il s'inscrit dans la durée, et notamment dans l'enfance, à travers des carences affectives, de la négligence ou des abus répétés, il peut entraîner ce que Peter Levine appelle le traumatisme développemental. Et Muriel Salmona parle aussi de traumatisme complexe. Ce qui est important à retenir, c'est que ce type d'atteinte impacte directement la construction du cerveau et des systèmes de régulation émotionnelle. Ça perturbe les repères fondamentaux de sécurité, d'attachement et d'identité. Je vais vous donner quelques détails assez rapidement pour ceux que ça intéresse. Ce genre de traumatismes développementaux ou complexes modifie en profondeur le développement du cerveau. Une structure qu'on appelle l'amygdale, qui n'est pas les amygdales ici, c'est une structure du cerveau. Donc l'amygdale devient hyperactive, amplifiant à ce moment-là les réactions de peur. L'hippocampe, et c'est pas la petite bête qu'on trouve dans les océans, peut être fragilisé. Ça altère donc la mémoire et la mise en sens des expériences. Et on a aussi les circuits de régulation émotionnelle, notamment liés au cortex préfrontal, qui vont avoir des difficultés à se structurer de façon stable. Vous voyez, c'est quand même des impacts importants. Bien que distinct du choc traumatique ponctuel, ce type de traumatisme-là, donc développementaux, partage avec le traumatisme ponctuel des manifestations cliniques identiques. On va rencontrer une hypervigilance, on va rencontrer de la dissociation, on va aussi rencontrer des troubles de l'instabilité émotionnelle, mais souvent de manière plus diffuse, avec une complexité accrue qui est liée à leur intrication. C'est évidemment la raison pour laquelle, pour ce type de traumatisme complexe ou développementaux, il faut un accompagnement thérapeutique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais bien de réorganiser en profondeur les circuits internes de sécurité et de régulation. Ce que je veux dire par là, c'est que considérer que toute expérience sexuelle non consentie va forcément créer des désordres majeurs chez un individu et forcément des processus traumatiques, on va dire que c'est vrai dans la grande majorité des cas, mais pas toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette expérience qui est non consentie, certaines personnes, par leur parcours de vie, par leur expérience, par ce qu'ils vont mobiliser à ce moment-là, mettent en place, je dirais de façon extrêmement précoce, des contextes de résilience, dans lequel effectivement il ne va pas y avoir ce fracas à l'intérieur. Et d'autres si. En revanche, l'effraction de la sexualité, je pense notamment à l'inceste, là on est toujours dans quelque chose de traumatique. Pourquoi ? Parce que ce sur quoi on base notre développement et notre croissance en tant qu'être humain,
C'est quand on est petit, on a des figures d'attachement, c'est-à-dire des gens auxquels on est attaché affectivement. Et ces gens-là, la relation fondamentale, c'est on a confiance parce qu'ils nous protègent. Quand une figure d'attachement qui on a confiance et qui nous protège abuse de nous sexuellement, ça crée immédiatement du fracas. Parce que c'est inhumain. On rentre dans l'inhumanité. Certains viols aussi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de dire que les viols, c'est pas grave. Hein. Alors, pas certains viols, tous les viols. Tous Quand les on viols. parle de viol, Tous les la viols définition est sont quand même, de toute façon graves. Pourquoi c'est grave? Parce qu'il y a cette fameuse notion de consentement dans lequel une personne va s'abroger le droit de prendre du plaisir parce qu'il en a envie, même si l'autre n'en a pas envie. Petite pause de l'interview du docteur Dubos pour vous montrer une très courte vidéo parce que certains ont mis en scène les arguments bidons des agresseurs sexuels. Je vous laisse visionner. Wow, that is a beautiful cake. Did you make it? I did. We're just getting ready to roll it out. It looks so delicious. Thank you. It was actually my idea to match the icing with the piping on the groom's pants. My cake! Shh! You do know there's a reception going on right now. Why would you do this? Oh, come on. You knew what you were doing. You were the one that made it so tempting. Tahitian vanilla icing and pretty little flowers. It's like you were begging me to taste it. You had no right to touch that. Oh my God. And now you're making me out to be the bad guy? Okay. Is this your caterer? He's a real cake tease. What a special day. Maintenant, on retrouve le docteur Dubos. Certaines expériences qui ont attrait avec la sexualité, certaines personnes vont, ça va pas les fracasser. D'autres si. Donc j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, il est évident qu'à partir du moment où la sexualité étant une intention relationnelle, quand une de ces intentions relationnelles, en l'occurrence celle-là, est malmenée ou fracassée par un acte de violence, parce que quand on parle de viol, avec violence ou sans violence, un viol, c'est fondamentalement c'est toujours violent. Ah oui. C'est toujours violent, pas forcément violent dans les gestes, Non. mais violent dans l'intention. L'intention, c'est-à-dire l'intention qu'on donne dans la relation. Oui, parce que certaines victimes peuvent même être Oui. complètement sidérées, dissociées Absolument. et ne pas réagir. Absolument. Après, elles s'en veulent, Oui. elles culpabilisent, Absolument. sauf qu'elles ne pouvaient pas parce que c'est une réaction automatique Et physiologique et du corps physiologique du corps. de dissociation pour éviter justement de se fracasser. C'est ça. Et donc, le viol comme l'inceste, c'est une intention relationnelle. C'est terrible de dire ça, mais c'est une intention relationnelle de la part du violeur ou de Bien sûr. l'incestueux. Oui. Mais c'est une intention violente. Oui. Point. Et qu'il ne faut pas commencer à dire, voilà, oui, mais là, c'était un peu ceci, un peu cela. Ah non. C'est une intention qui est violente. Elle a forcément, comme ça altère une dimension de la relation, elle a forcément des effets sur cette relation-là et sur les autres. Sur les autres relations, parce que quand on a vécu un acte dans lequel, un ou des actes malheureusement, dans lequel on n'est plus un être humain, mais un objet qui vient juste servir l'intention de l'autre, comme j'ai envie de boire un café, je prends une tasse de café et je la bois, pourquoi? Parce que j'ai envie de prendre un café. Et quand on se retrouve au même niveau qu'une tasse de café, ça nous enlève notre humanité. Et quand on n'a plus d'humanité, quand on se sent plus humain et respecté dans nos intentions, ça altère toutes nos relations. Toutes nos relations humaines sont altérées par cette expérience-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus banaliser ce truc-là. Il n'y a pas de petit viol et de grand viol. Et que, oui, mais bon, il l'a pas pénétré, mais ça ne change rien. Ce qui compte, c'est le ressenti par rapport à l'intention de l'autre. Donc, comme ça altère toutes les relations, ça va forcément altérer la sexualité. Quand ça altère la sexualité, et ça l'altère dans la grande majorité des cas, ça prend des formes multiples. Ça peut prendre des formes de rejet de la sexualité,
puisque bien évidemment la sexualité étant une intention relationnelle dans laquelle on se synchronise et on s'accorde et donc on donne à l'autre une intention bienveillante qu'il a notre sujet qui est de nous donner du plaisir et nous on a envie de lui en donner. Vous doutez bien que quand on a une expérience dans laquelle cette notion-là elle a totalement disparu, c'est extrêmement difficile après de se remettre dans une intention relationnelle sexuelle dans laquelle il y a de la synchronisation, de l'accordage et de la confiance. C'est extrêmement difficile. Comme ça vient, faire une effraction à l'intérieur, comme si ça fabriquait une espèce de vide. Ça, c'est un truc un peu difficile à percevoir, mais c'est comme si, dans nous, il y avait une espèce de vide qui aspirait tout ce qui vient des relations. Et ce vide-là, qui est alimenté par l'expérience traumatique, et notamment par l'expérience de viol et d'inceste aussi, c'est ce vide-là qui a à voir avec cette sensation de mort. C'est-à-dire que si ce vide-là, il se développe trop, en fait, on s'effondre et on meurt. Physiquement et psychologiquement. Et pour lutter contre les sensations de ce vide-là, qui est épouvantable, eh ben, il ne faut plus le sentir. Donc il y a plein de moyens de ne plus le sentir. Un premier moyen est de s'anesthésier. Donc on peut s'anesthésier avec des troubles alimentaires, on peut s'anesthésier avec des drogues, on peut s'anesthésier avec de l'alcool, on peut s'anesthésier avec des médicaments. Et on peut aussi ne pas sentir ce vide en, paradoxalement, s'anesthésiant en reproduisant le même phénomène. C'est-à-dire une espèce d'addiction au sexe dans lequel on est complètement déconnecté de notre corps. Donc le corps a de la sexualité, la tête est ailleurs. C'est un moyen de se dissocier, oui, donc de ne plus sentir, sentir le vide. Son corps. Absolument. Donc aujourd'hui, les choses ont quand même évolué petit à petit, puisque notamment au niveau sociétal et juridique aussi, cette notion de non-consentement ou de consentement, elle est de plus en plus questionnée. Et qu'aujourd'hui, on commence quand même à prendre en compte le fait qu'une femme qui est abusée, si elle dit pas non et qu'elle est complètement passive, c'est pas qu'elle est d'accord, c'est qu'elle est sidérée. Oui. Et que cette sidération-là commence, mais c'est récent, c'est extrêmement récent, commence à être pris en compte par les légistes, les tribunaux, comme étant effectivement non pas une preuve de consentement, mais une preuve de figement. Oui. Car la violence fige. Et oui, c'est automatique. C'est automatique. Et donc, l'irruption de la violence dans un de ces éléments relationnels, et notamment dans la sexualité, a forcément toujours des impacts. Même si on n'est pas dans une expérience traumatique, on n'a pas eu l'impression qu'on allait mourir, etc. Même là, cette expérience désagréable va créer des distorsions dans la façon dont on va percevoir les relations à l'autre. Et donc dans notre possibilité de nous synchroniser, de nous sentir en sécurité, etc. Donc dans tous les cas, elle altère la sexualité. J'aurais même tendance à dire que des expériences traumatiques pas sexuelles altèrent tout autant la sexualité. Parce qu'elle altère la relation. Et oui. Donc il faut... ton travail aussi, il est dans cette sécurité à remettre en place, de la solidité, etc. Ben oui, et puis dans cette notion fondamentale qui est que une personne qui a vécu un abus, de quelque nature qu'il soit, il faut qu'il redevienne un humain. Ça peut sembler bizarre ce que je veux dire, mais un humain, c'est un humain en relation. C'est-à-dire que c'est plus un objet, mais un humain, et un autre humain ne s'est pas servi de lui comme objet, mais il avait une intention aussi, même une intention épouvantable parfois, mais une intention. Or, tant qu'on se sent objet, eh ben c'est comme si on n'était plus en vie, ce qui est absolument terrible. Boris Cyrulnik et d'autres parlent de résilience. Le premier niveau de résilience, il est là, c'est-à-dire à nouveau faire partie des humains et pas d'un objet. Ouais. Or, il y a des gens, ils ont vécu parfois depuis tout petit d'être en situation d'objet. Pas que d'objet sexuel, on s'en sert quand il y a besoin. Puis quand il n'y en a plus besoin, on ne s'en sert pas, quoi. Oui, où on ne lui reconnaît pas le droit d'avoir des émotions, des pensées, des besoins, des désirs, et donc, etc. Donc forcément, il va de soi qu'un viol, un abus sexuel, et bien évidemment toutes les situations incestueuses,
ont forcément des répercussions. Ouais. Même si parfois, certaines personnes les dissocient, c'est-à-dire que ça reste dans eux, et c'est comme si c'était plus en lien avec eux. Donc l'expérience reste quelque part à l'intérieur, et on la sent pas, on ne sait pas qu'elle est là. C'est pas qu'on l'a oubliée, enfin on l'a oubliée là, pas dans le corps, et donc elle reste quelque part. Et puis à l'occasion parfois de choses tout à fait anodines, ou pas, cette expérience-là qui est restée à l'intérieur, elle va à nouveau venir sur le devant de la scène. C'est comme ça qu'il y a des tas de gens qui effectivement à certains moments retrouvent ou se remettent en lien avec des expériences soit désagréables, soit traumatiques, à l'occasion de choses qui n'ont strictement rien à voir avec un viol ou un abus. Hein, et donc il faut, quand on parle vraiment d'expériences traumatiques, il faut bien penser que ça peut être sexuel, mais ça peut être aussi d'autres expériences traumatiques. Elles ont toutes en commun le fait que pendant un moment on peut ne plus se sentir humain et que ça donne une altération de la confiance dans la relation humaine. Ouais. Et donc forcément à partir du moment où il y a une altération de la confiance dans la relation humaine, il y a forcément une altération de la sexualité. Lors des séances que je peux faire en tant que thérapeute, j'ai eu à rencontrer des cas un peu particuliers où certaines personnes se sont senties coupables d'avoir ressenti des choses à des moments très délicats de leur vie. C'est la question que j'ai abordée avec le docteur Dubos. Et là, je vais te poser la question, et ce sera la dernière. Certaines personnes vont avoir le déclenchement lors d'un viol, alors que oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pas du plaisir, c'est une réaction orgastique physiologique. Voilà. C'est-à-dire que dans un contexte de sidération, et c'est ça qui est dramatique pour beaucoup de femmes, et même chez certains hommes qui ont effectivement expérimenté des abus. Je vais te couper juste pour dire que c'est pas une incitation au viol, hein. C'est pas ça, hein. C'est pour expliquer qu'il y a une culpabilité derrière de certaines femmes qui ont vécu dans leur corps des choses et qui ensuite se mettent des représentations psychiques là-dessus. Tout à fait. Donc c'est pour déculpabiliser. Ce qui se passe, c'est que lors d'un abus, et notamment un abus sexuel, et je parle chez les hommes aussi, parce que les hommes peuvent se faire pénétrer dans le cadre d'abus. Oui, oui. Et en fait, ce qui se produit toujours, c'est cette sidération-là. Mais cette sidération-là, comme il y a une stimulation inadéquate, même violente, des organes génitaux, il peut y avoir une stimulation clitoridienne ou anale qui va mobiliser du sensoriel physiologique. Il est physiologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas à voir avec j'aime, j'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie, ça n'a rien à voir, c'est de la physiologie. C'est-à-dire que quand on stimule un clitoris ou un anus, là, il y a des récepteurs. Il y a des récepteurs, et les récepteurs, ils se déclenchent. Et j'aurais même tendance à dire que dans ce contexte de sidération, s'ils se déclenchent, ils vont prendre plus de place. Plus de place. Ce qui fait que ça donne des choses épouvantables, où effectivement, certaines femmes ou certains hommes qui ont vécu cette expérience-là traumatique de sidération avec des sensations sexuelles, de stimulation et donc d'orgasme, qui est quelque chose de purement physiologique et qui n'est pas du tout relationnel, se mettent à culpabiliser en disant c'est peut-être que j'ai aimé. Mais non, parce que ce n'est pas relationnel. C'est quelque chose de purement physiologique. Et donc, sentir, entre guillemets, du plaisir pendant un viol, c'est inadéquat, c'est pas du plaisir, c'est des sensations qui ont à voir avec l'orgasme, qui sont, elles, physiologiques, mais qui ne sont pas de l'ordre du plaisir relationnel, mais de l'ordre de quelque chose de purement physiologique. Comme, si on met une bougie là, ça brûle. Voilà, c'est pareil. Et donc, forcément, comme il n'y a pas forcément cette connaissance-là, immédiatement, il y a quelque chose de totalement incohérent qui s'installe. Comment je peux être violenté, être un objet et y prendre du plaisir? Et du coup, ça met un désordre épouvantable, alors que c'est pas du plaisir, et c'est pas du plaisir relationnel, encore moins. C'est quelque chose de purement physiologique, effectivement.
de l'ordre du réflexe. C'est ça, c'est un réflexe. C'est comme quand on tape sur Voilà. le genou, là, poum, Ben oui, le voilà. genou, la jambe Voilà. part. Et ben quand on stimule un clitoris ou un anus, ça donne des sensations. C'est voilà. Et la sidération amplifie. Et la sidération amplifie. Voilà, c'est une question un petit peu difficile, mais je pense qu'elle était importante pour permettre aux gens qui vivent des moments effroyables dans leur vie Absolument. de ne pas rajouter de la culpabilité. Donc, je dis tout le temps, Tout à fait. évitons de rajouter de la souffrance à de la souffrance, il y en a déjà beaucoup. Absolument. Voilà. Et donc cet élément-là est important parce que moi, en tant que thérapeute, je l'ai rencontré de nombreuses fois. Là, je l'ai rencontré aussi. Et cette réalité-là. C'est pour ça que je te pose la question. Absolument. Je te remercie pour tous ces éclairages. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas les pouces, hein, ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était les réponses du docteur Dubos aux questions que vous aviez posées et toutes les réflexions que nous avons eues ensemble. Cette vidéo a été tournée il y a 2 ans. C'était une interview qui a duré 2 heures et que j'ai séquencée en plusieurs vidéos que vous retrouverez sur ma chaîne. À bientôt!